que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? On est là, même s'il y a le 49.3, nous on est là. Bonjour, bah dites donc, si j'avais su que ça allait tomber pile à temps pour le 49.3, pas hyper jouasse quoi. On n'était pas certain d'avoir un 49.3, il y avait encore la possibilité d'un vote, c'était vraiment entre ces derniers jours, entre est-ce qu'ils vont risquer le vote, mais si ça passe, ils ont une légitimité démocratique, mais il y a le risque que ça passe pas, et est-ce qu'ils vont le 49.3. En plus, le gouvernement, bah là, Elisabeth Borne, elle a dû donner des gages à LR, tout ça pour rien finalement, parce qu'elle prend le 49.3. Un point positif, c'est que si la réforme était passée avec un vote à l'Assemblée nationale, là, la CFDT, la CFE-CGC, les syndicats qui ont dit on reconnaît la légitimité du vote, là, avec un 49.3, ils seront moins à l'aise à l'idée de quitter le mouvement social. Ça va poursuivre la radicalisation de Laurent Berger, absolument. Alors, très bonne strat, j'ai trouvé, de LFI de chanter la Marseillaise, parce que c'est plus difficile de dire taisez-vous, arrêtez de chanter, quand il s'agit de l'hymne national. Position qu'ils défendaient quelques mois plus tôt avec leur famille politique. Et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là. Ça c'est pour les LR, mais bon, on pourrait dire à Elisabeth Borne, d'accord Elisabeth Borne, si chacun votait en cohérence avec ses positions passées, il y aurait pas mal de LREM qui seraient au PS aujourd'hui, comme par exemple un certain Olivier Dussopt, même un certain Emmanuel Macron. Alors le problème de supposer qu'Emmanuel Macron a changé de conviction, c'est que ça suppose qu'il a eu des convictions avant. Donc ça c'est une pente sur laquelle je ne me risquerai pas. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. C'est gonflé de dire ça, Elisabeth Borne, hein. C'est la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Tu viens de passer le 49.3, là. Alors, évidemment, elle dit ça parce qu'il y aura un vote à la fin, forcément, vu que ce sera sur une motion de censure. Et donc, son argument, c'est, comme il y a une motion de censure, il y aura un vote. Et comme il y a un vote, bah, c'est un petit peu la démocratie parlementaire, quelque part. Après l'annonce du 49.3 sur les retraites, le mouvement se radicalise, la police brutalise, nous dit Mediapart. Après le passage en force de la réforme des retraites par le 49.3, le mouvement de contestation durcit le ton. Beaucoup de manifestants estiment que le gouvernement s'est mis lui-même dans une situation qui pousse à la violence. L'ambiance ce samedi soir témoigne d'une nette montée en radicalité du mouvement et d'une répression policière plus féroce. Depuis 2 jours déjà, les rassemblements à Paris, sur la place de la Concorde, proche de lieux de pouvoir, auraient d'une nouvelle phase, les forces de l'ordre multipliant les interpellations. La députée de la France Insoumise LFI Mathilde Panot, présente dans la foule, observe aussi le changement d'ambiance. Ce n'est pas une manifestation classique, il n'y a pas de cortège organisé, les gens viennent spontanément dire qu'ils ne se laisseront pas faire. Le 49.3 a été l'accélérateur d'une lutte sociale qui est déjà entrée dans l'histoire et qui s'amplifie. Quand en plus un conseiller de l'Elysée laisse entendre que seule la violence pourrait changer la donne, que voulez-vous faire? Les Français ont tout essayé. Bon, il y avait, j'ai pas envie de dire pas de violence policière, mais il y avait un maintien de l'ordre un peu plus distant sur les manifestations avant le 49.3, même s'il y a quand même eu des cas de violence policière, mais là on rebascule dans un maintien de l'ordre à la gilet jaune quoi. La réforme des retraites, symbole d'une crise de régime. La brutalité, l'entêtement et la désinvolture de l'exécutif exposent le pays à de grands dangers démocratiques. Comment comprendre une telle violence obstinée de la part de l'exécutif? Quel sens donner à la désinvolture dont il fait preuve quant aux conséquences d'un tel épisode? C'est une bonne question, Fabien Escalona et Romaric Gaudin de Mediapart. Les pouvoirs du chef de l'État sous la 5ème République sont exorbitants et la pratique des gouvernants successifs a conforté cette primauté présidentielle. Cette primauté critiquée dès les origines du régime, donc dès les origines de la 5ème, hein, on pense au bouquin de Mitterrand, le coup d'état permanent, sur la 5ème République, sur l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Bon, après Mitterrand, il a pas fait grand chose pour que ça s'arrête lorsqu'il était au pouvoir, mais vous avez l'idée. Cette primauté critiquée donc dès les origines du régime est devenue de plus en plus décalée au regard d'une société dont l'exigence démocratique s'est élevée et qui exprime en tout cas régulièrement une demande d'écoute et de participation. Donc la vision qu'ont les gens de la démocratie a évolué. On n'a plus les mêmes attentes vis-à-vis d'un état démocratique qu'on pouvait avoir dans les années 50, dans les années 60. Emmanuel Macron a fait fi de ce décalage en répétant ad nauseam qu'il détenait une légitimité électorale. C'est oublier encore que l'électorat des législatives en juin dernier l'a privé de sa majorité absolue à l'Assemblée, et ça c'est aussi important de le rappeler, c'est que, alors déjà il y avait une abstention énorme aux législatives, et ensuite Macron et les macronistes sont minoritaires à l'Assemblée. Même s'il avait gagné haut la main un scrutin moins biaisé, une haute conception de la démocratie devrait faire de celle-ci un exercice continu, sans la réduire à des échéances électorales transformées en blanc-seing pour ceux qui les remportent. Mais comme on peut le vérifier une fois de plus, le président reste imprégné de la culture décisionniste et monopoliste du pouvoir qui s'est épanouie tout au long de la 5ème et avec laquelle il n'a jamais eu l'intention de rompre. C'est vraiment cette idée très réductrice de la démocratie, c'est les élections. Alors que la démocratie, évidemment, ne se traduit
pas uniquement par le vote, elle se traduit par tout un tas de choses. Il y a effectivement les élections, mais il y a la vie politique locale, il y a la vie associative, il y a la démocratie sociale avec les syndicats, les négociations des entreprises. Imbriqué à cet archaïsme institutionnel qui avait déjà sauté aux yeux pendant la pandémie, un autre facteur a nourri le divorce entre la représentation nationale et le peuple. Il s'agit de la transformation du modèle économique et social du pays dans un sens néolibéral depuis 4 décennies maintenant. La crise capitaliste s'est approfondie à partir de 2020, la baisse continuelle des gains de productivité et la dépendance du secteur privé au soutien permanent de la puissance publique sont deux des caractéristiques principales de cette crise. On aime bien ça, nous, en France, voilà, donner de la thune, de l'argent gratuit aux entreprises, l'argent qui part de l'état social, comme par exemple, je ne sais pas, les allocations, l'assurance chômage. Alors l'assurance chômage, c'est pas vraiment l'État, mais vous comprenez l'idée, quoi. Tous ces revenus socialisés qui bénéficient aux gens, vous les transférez vers le capital, vers le privé, vers les entreprises. Or, la réforme des retraites présentée par le gouvernement Borne répond précisément à ces deux conditions, par ailleurs politiquement inavouables. Évidemment, vous ne voyez pas Elisabeth Borne arriver à l'Assemblée en disant « Notre but, c'est d'essorer encore davantage les travailleuses et les travailleurs afin de transférer la plus-value qu'ils rapportent à l'économie de l'état social vers le secteur privé. » Ouais, bravo Elisabeth Borne, oui. Non, ça n'existe pas, ça. Autre raison de cette réforme, protéger le cœur doctrinal du macronisme. Depuis son arrivée à l'Elysée, et même avant, Emmanuel Macron a beaucoup changé d'idée sur de nombreux sujets, mais il est resté ferme et cohérent sur un point, celui du soutien indéfectible à la rentabilité du secteur privé. Si on lit la réforme des retraites comme la poursuite de cette politique, on comprend mieux la radicalité de l'exécutif. Y renoncer, ce serait toucher à cette identité, autrement dit à sa seule vraie fonction politique. Si la priorité de la majorité présidentielle est d'imposer une politique favorable aux intérêts du capital, alors il est concevable que cela suppose la mise au pas du mouvement social et même la marginalisation de la gauche politique, avec pour risque assumé une alternance avec l'extrême droite. Je pense qu'ils voient pas non plus le risque véritablement, mais ils continuent à le faire parce qu'ils se disent bah c'est assez confortable quoi. Contrairement à la gauche qui a plus de chances de gagner, si on les diabolise et qu'on réhabilite un petit peu le Rassemblement National, voilà, on sera toujours élu, et à un moment donné ça risque de plus passer quoi. Après tout, cette dernière, donc l'extrême droite, ne viendrait pas menacer les réformes puisqu'elle accepte parfaitement le cadre néolibéral. L'extrême droite, malgré ce qu'elle dit et son opposition de circonstance à la réforme des retraites, elle va jamais revenir dessus. Jusqu'à très récemment, le Front National était contre la retraite à 60 ans. Ils ont découvert une fibre sociale avec l'arrivée de Marine Le Pen qui est essentiellement de façade. L'extrême droite, ils sont pour la suppression des cotisations sociales, ils sont pour la flexibilisation du droit du travail, même s'ils essaient de faire croire le contraire. Pierre-Édouard Stérin, donc le milliardaire qui veut racheter Editis et évangéliser la France, le fondateur de Smartbox. Est-ce que vous aviez pensé un jour qu'on allait se faire évangéliser par le fondateur de Smartbox? Vous voyez ce que c'est les Smartbox? Ce sont ces objets que des gens qui vous aiment pas forcément, ou qui vous connaissent que de loin, offrent pour des occasions où ils sont obligés d'amener un cadeau, et que ensuite vous prenez en disant merci beaucoup pour cette Smartbox, pour une escapade gourmande dans une cabane en chaume en Lozère, je vais l'utiliser, et ensuite vous la faites moisir dans un placard pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que vous la ressortiez un jour et que vous vous rendez compte que la Smartbox est périmée et que vous pouvez plus l'utiliser, et ensuite vous la mettez dans le bac de tri du carton. Voilà, c'est ça les Smartbox. Accurate. Voilà, c'est lui. Regardez sa tête. Ça se voit qu'il veut évangéliser des trucs, hein. Marion Maréchal est arrivée à l'heure. Non loin d'elle, Nadine Morano se fait servir une coupe de champagne. Hyper bonne ambiance, hein. Depuis 2015, les deux femmes sont des habituées des rendez-vous aussi discrets que réguliers organisés par l'investisseur à succès Pierre-Édouard Stérin. Elles y retrouvent parfois le sénateur Stéphane Ravier, le député européen Nicolas Beck, qui sont tous deux au Rassemblement National, hein. Je sais pas s'il y en a pas un des deux entre Ravier et Beck est passé chez Reconquête, je crois pas, hein. Les deux sont chez Reconquête. Ah, si le grand public ignore son nom, ces entreprises sont entrées dans les foyers des Français. À la manière d'un Xavier Niel, il investit ses millions dans une myriade d'entreprises et de start-up françaises et gère 1,2 milliard d'euros. Petit milliardaire, hein. Petit milliardaire. Mais Pierre-Édouard Stérin n'est pas seulement ce self-made man forcément libéral, milliardaire au storytelling rodé dont le succès relativement tardif a couronné plusieurs échecs entrepreneuriaux. L'homme cumule aussi les paradoxes. Qui est vraiment cet exilé fiscal qui a pris la route de la Belgique en 2012 pour fuir la gauche et ses impôts, mais lègue toute sa fortune à un fonds de charité en déshéritant au passage ses 5 enfants? Bah un cateau. Il veut pas payer de l'argent à l'État, mais il veut donner à la charité, c'est un cateau, c'est pas un paradoxe. Après c'est bien fait pour ses enfants quand même. Par contre il a eu peur de Hollande quand même. Un entrepreneur de génie capable de faire de l'argent sans état d'âme, ou un catholique illuminé obsédé par son projet, assumé d'atteindre la sainteté. Oui, alors on n'est pas dans l'abbé Pierre là, hein. Seule certitude chez Pierre-Édouard Stérin, la politique n'est jamais loin. Depuis 2015, celui qui se définit comme libéral et conservateur s'est même donné une mission, trouver une femme ou un homme providentiel pour la France. Comme avec toutes les personnes qu'il côtoie, Pierre-Édouard Stérin enregistre
enregistre leur nom dans un document Excel et leur attribue une note. Ça va beaucoup plus vite que de dire s'ils sont sympas ou gentils, assume celui qui s'est auto-évalué à 8 sur 10. Le professeur est sévère, Marine Le Pen est jugée intellectuellement limitée et trop à gauche. Quant à Éric Zemmour, rencontré à plusieurs reprises, il s'en éloigne une fois la campagne présidentielle de 2022 lancée, il voit d'un mauvais œil la place accordée à sa jeune compagne et conseillère, Sarah Knafo. Un homme qui choisit mal sa femme choisira mal ses ministres, et celui qui la trompe trompera aussi les Français. Devant des investisseurs, il se vante parfois d'avoir appliqué sa méthode du tableau Excel au choix de sa propre épouse. Classée et notée en fonction de ses qualités, comme le fait qu'elle envisage de rester à la maison. Une tentative de rationaliser son coup de foudre, explique-t-il à présent. Et puis, bah écoutez, on va commencer à lire cet article-là sur des pensées décoloniales à l'épreuve de la guerre en Ukraine. Le 24 février dernier, l'armée russe envahissait l'Ukraine dans le cadre d'une opération militaire de grande ampleur dont le but était de décapiter rapidement le pouvoir ukrainien. Cette invasion brutale, rapidement accompagnée par des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité massifs, qui ont été documentés notamment lors de la première contre-offensive ukrainienne. Des militants d'habitude si résolus dans leur soutien de toutes les victimes de la guerre et du capitalisme sont soudainement devenus extrêmement nuancés et réflexifs. De fait, une frange importante de la gauche, de l'Amérique latine à l'Inde, en passant par la France, adopta des positions dites campistes. Alors, qu'est-ce que le campisme? C'est la bêtise politique aux effets les plus sinistres qui consiste à penser qu'il n'y a qu'un seul ennemi. Un ennemi avec une majuscule, donc un ennemi un petit peu idéalisé dans le sens où c'est un ennemi unique et surpuissant. Ceux qui s'opposent à l'ennemi ont droit sinon aux bénédictions, du moins aux excuses, selon le principe que les ennemis de l'ennemi sont sinon des amis, du moins des alliés objectifs dans un juste combat. Et là, vous commencez peut-être à avoir des discours que vous avez peut-être entendus, et peut-être que vous connaissez. Est-ce que quelque part, dès qu'un pays en envahit un autre, c'est pas un petit peu la faute des États-Unis? À la fin, quand même, en France, cette position bénéficie de relais politiques, médiatiques et intellectuels influents qui lui donnent un poids non négligeable auprès d'un public qui, leur faisant confiance, adopte spontanément leurs analyses. Attention, attention, ce live va dire du mal de Jean-Luc Mélenchon. Ça c'est Mélenchon, donc on est sur le site du parti de gauche, on est en 2014. Bien sûr, la Crimée est perdue pour l'OTAN, bonne nouvelle. Il faut espérer que du coup la bande de provocateurs et d'agités qui dirigent la manœuvre va se calmer quelque temps. Poutine a profité habilement d'une politique aventurière et irresponsable provoquée par les autorités de fait ukrainiennes. Les autorités de fait ukrainiennes, hein. Mais avait-il le choix? Pouvait-il accepter une avancée de l'OTAN en Crimée, sa grande base navale sur la mer Noire, trajet du gazoduc qui contourne l'incontrôlable Ukraine? Non, bien sûr, et aucune personne informée ne peut soutenir le contraire. Inconvénient, la prise d'avantage est considérable pour la Russie. Avantage, la frontière de l'Est est à peu près stabilisée si l'OTAN n'en rajoute pas. Ça a mal vieilli, ça a mal vieilli. C'était déjà pas terrible à l'époque, mais ça a mal vieilli. Et le point où nous voici rendus peut calmer le jeu et on devra les exciter qui visent tout le contraire. Je parle des ultra-nationalistes, néo-nazis ou pas, marionnettes des diverses fractions de l'oligarque kleptocrate ukrainien. On revoit le discours sur les néo-nazis en Ukraine qui est totalement un discours russe. Mais ça c'était en 2014, hein. Je précise que ça c'était Mélenchon en 2014. Évidemment il tiendrait plus ces propos là aujourd'hui parce que voilà. Parce que la situation est plus vraiment la même. Qui est volontaire pour aller se battre au milieu d'un champ de centrales nucléaires nommé Ukraine? Bah les Russes, visiblement. Dans le monde, le campisme est présent de longue date dans les analyses de conjoncture proposées par le linguiste américain Noam Chomsky, sans doute l'une des figures les plus influentes de la gauche au niveau international. Également très vigoureux au sein de la gauche latino-américaine, il s'est exprimé dans les positions du président brésilien Lula. Lula affirmant en mai 2022 que Zelensky est aussi responsable de la guerre que Poutine, et qu'il voulait la guerre. S'il n'en voulait pas, il aurait négocié un peu plus, tout en condamnant la plupart du temps l'invasion de l'Ukraine et les exactions de l'armée russe, parce que évidemment on n'est pas dans le discours d'extrême droite en disant c'est faux, il n'y a pas de crime de guerre. Cette gauche campiste s'est efforcée, usant d'une rhétorique qui se voulait subversive, non alignée sur les médias dominants et leur voluptueux bourrage de crâne anti-russe, mais dont les termes semblaient bien souvent sortir tout droit de la propagande du Kremlin de minimiser la responsabilité de la Russie, si ce n'est dans le déroulement de la guerre, tout au moins dans son déclenchement. Anti-impérialiste coincé dans les coordonnées des années 60-70 d'une part, de la deuxième guerre d'Irak et de la présidence George Bush Jr. d'autre part. Oui, c'est des grilles d'analyse qui sont datées en fait maintenant, et qui permettent pas de comprendre ce conflit. L'expansion vers l'est de l'OTAN après la fin de la guerre froide, d'autant plus intolérable qu'elle aurait trahi d'obscures promesses faites au pouvoir russe dans les années 90, aurait été menée dans le but d'encercler et d'acculer la Russie, agresseur ainsi honteusement transformé en victime. C'est l'idée de « Ah, regardez, l'OTAN s'est étendue, donc c'est normal que la Russie réagisse parce qu'elle a peur ». Ce discours-là se dit « Ouais, c'est normal que la Russie elle ait une sphère d'influence ». C'est pas normal. C'est pas normal pour les impérialistes français avec l'Afrique, c'est pas normal pour les impérialismes américains avec l'Amérique du Sud, c'est pas normal pour l'impérialisme russe avec l'Europe de l'Est. Évidemment, c'est la question de l'influence des États-Unis, l'article la nie pas. Oui, il y a une influence des États-Unis pour le faire entrer dans l'OTAN, mais le problème c'est que d'un côté, il y a des pays d'Europe de l'Est qui avaient de bonnes raisons de craindre la Russie pour des raisons historiques. Leurs gouvernements élus démocratiquement sont entrés de leur plein gré dans l'OTAN. Ça paraît compliqué de dire ah ouais, c'est les États-Unis qui les ont obligés. Les sociétés d'Europe de l'Est sont entrées dans l'OTAN avec un soutien populaire, hein, avec un soutien populaire. C'est pas fait contre le peuple en entier, hein, cette adhésion à l'OTAN. Simplisme
relativisme historiographique, manichéisme permanent, essentialisme culturaliste, provincialisme latino-américain font partie des raisons qui expliquent cet échec, auquel il faut ajouter une apparente critique de l'eurocentrisme qui cache en réalité un occidentalisme tenace. Le paradoxe veut en effet que la pensée de ces auteurs, dont l'une des vocations premières parfaitement légitimes étant de critiquer l'eurocentrisme et de provincialiser l'Europe, est souvent profondément eurocentrée et occidentalo-centrée lorsqu'elle se propose de comprendre le présent. Donc à la fois on critique l'eurocentrisme, mais en même temps c'est une pensée extrêmement eurocentrée qui permet pas de comprendre d'autres rapports de domination dans d'autres parties du monde. Le monde a aussi un peu évolué et l'Occident est peut-être plus aussi puissant qu'avant. Il y a aussi le fait de nier toute autonomie et toute existence propre à l'Ukraine, et ça c'est un classique de ce genre de discours-là. Par exemple, il y a aussi ce discours-là sur la question syrienne, quand il y avait des positions un peu campistes aussi sur la question syrienne, où la Russie a commis pas mal de crimes de guerre, il n'y avait pas de peuple syrien. Là, il n'y a pas de peuple ukrainien, il y a les Russes et les Américains. Je pense que la clé du truc, c'est aussi d'écouter les peuples qui sont dans ces pays-là et ce qu'ils en pensent. Et je pense qu'il y a eu un mépris et une ignorance totale de la part de la France de ce que disaient les peuples des pays baltes et de l'Europe de l'Est. Parce que eux, ça fait des années qu'ils préviennent en disant c'est dangereux, la Russie, elle va pas s'arrêter là, elle va attaquer des pays, le régime est dangereux. Et nous en France, on disait ouais, Osef, enfin on sait pas qui vous êtes. Oui d'ailleurs, l'invasion russe c'est un projet colonial, oui. Parce qu'on me dit souvent oui, mais c'est un projet colonialiste des Occidentaux, oui d'accord. Mais intéressant, regardez la diversité ethnique en Russie et regardez peut-être colonisation de la Sibérie. Pour voir si la Russie n'est peut-être pas aussi un petit peu un pays colonialiste. Je ne sais pas. Hein. Dans les premiers mois de la guerre, ce sont les minorités ethniques de la Fédération de Russie, notamment Bouriat ou Yakout, qui ont payé le plus lourd tribut sur le champ de bataille ukrainien, alors que les classes moyennes moscovites ou saint-pétersbourgeoises blanches étaient relativement épargnées. Une grille de lecture peut être pertinente pour analyser certaines choses, mais pas pour d'autres. Et elle peut même être contre-productive. Ainsi, Poutine égrénant dans son discours du 27 octobre 2022 abondamment commenté la longue liste des méfaits commis par l'Occident au cours de son histoire, la traite d'esclaves, l'extermination des Indiens d'Amérique, l'exploitation des ressources en Afrique et en Inde, les guerres coloniales, les bombardements alliés de villes allemandes. Il a vraiment saisi l'intérêt de reprendre ce genre de discours pour lui justifier son propre impérialisme. En Inde, ils ont mis en lumière la convergence entre certaines théories post-coloniales et l'ultranationalisme hindou, unis dans une même dénonciation du caractère eurocentrique des demandes de respect des droits humains ou des revendications féministes. Vous voyez comment c'est utilisé en fait, simplement, c'est... Ah là, mais tout ça, cette idée de droit, d'égalité homme-femme, c'est vraiment ethnocentré et pro-occidental. Les Américains envahissent une poignée de pays par décennie, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Ah bah c'est faux de dire que la gauche s'en fout que les Américains envahissent des pays. Dans mes souvenirs, je pense que la guerre en Irak a pas non plus créé aucune réaction internationale. Et c'est vraiment ce fait de ah là là, les Russes, ils ont envahi l'Ukraine, mais est-ce que ce serait pas un peu la faute des Américains? Rappelez-vous, ils ont envahi l'Irak et c'est des impérialistes. C'est vraiment à chaque fois, c'est regardez les crimes de guerre en Russie et les mecs disent ah non mais les Américains ils sont méchants. Ok, mais si je vous dis regardez les crimes, je sais pas, du gouvernement éthiopien au Tigré, vous allez me dire ouais mais les Américains ils sont méchants. Bah non, ils font des crimes de guerre. Mais évidemment, on dit pas ah les Russes sont gentils, on n'est pas non plus dans le discours d'extrême droite. On dit les Russes, certes ils sont méchants, mais est-ce que quelque part on les a pas un petit peu forcés à être comme ça? C'est ça le discours en fait. Ah mais il y a Edoui chez Davdu, bah forcément on va aller chez Davdu après. Hein. Ah Edoui, il y a Ostpolitik qui nous a envoyé 800 personnes. Ah c'est bien. Qui c'est Ostpolitik? Je vous fais la prédiction de ce qui va se passer. Si, il me connaît, c'est une blague, évidemment. Voilà, oh là là, et voilà que Ostpolitik nous raide. Extraordinaire, 1000 personnes viennent d'arriver d'un coup. Salut Jules.